Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce dimanche. Je préviens tout de suite, je vais faire une petite intro, update, etc. Donc si vous voulez voir plutôt les livres, je vous mets un timecode, comme ça vous pouvez sauter. La vidéo d'Ilili arrivera à un moment donné, c'est juste que le montage prend beaucoup de temps et que j'ai perdu le rush de quand je racontais face cam la vidéo globalement. Donc va falloir que je refilme ça. Ce qui n'est pas plus mal, car vous l'avez remarqué, nous avons changé de décor, puisque le déménagement s'est enfin fait. Je pense pas que ce sera le décor définitif. C'est juste que là, actuellement, dans le bureau, c'est le bazar, il y a tous les cartons, etc. Mais tout ça, vous le verrez dans le vlog concours de février, du coup, qui devrait arriver prochainement. Donc là, je fais un peu un épisode fillers, encore une fois, en attendant d'avoir des analyses. Pour vous parler des nouveaux livres qui ont rejoint mes étagères. Là, je le fais comme ça progressivement, comme ça. Ça fait voilà des petites vidéos de temps en temps. Donc, par quoi on va commencer ? Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est graphique. On va commencer par... c'était un cadeau que j'ai eu à Noël de la part de mon frère, qui s'appelle L'île aux femmes et qui est du même auteur que Peau d'homme, que je n'ai pas lu. Et je pense que mon frère m'a pris cette BD en pensant que ça allait être un truc un peu féministe, etc. Et je vous avoue que je sais pas trop comment me placer par rapport à cette BD et si je l'ai vraiment aimée ou pas. Pour le plot, on suit un pilote de guerre qui s'est crashé sur une île inconnue et mystérieuse et il va faire la découverte que cette île est habitée uniquement par des femmes qui sont clairement reprises du mythe des Amazones, etc. Et on va dire que les rôles sont un peu inversés puisque là on va être dans une société matriarcale et non patriarcale, bref. Du coup, voilà, les rôles vont être inversés et il s'appelle Céleste, le monsieur. Dans sa vie avant la guerre et tout, on va dire que c'était un peu un charreau, globalement, qui respectait pas nécessairement les femmes et que c'était simplement un homme, quoi, globalement. Et du coup, les choses vont être un peu remises en perspective. Cependant, comme au début c'est quand même un charreau, etc., il va quand même pas forcément bien se comporter au début, même s'il y a une évolution du personnage et que sur la fin on se rend compte d'autres choses et d'autres dimensions dans la lecture, sans vous spoiler. Je sais pas quand même si j'ai apprécié ou pas ma lecture. Je suis très perplexe face à cette BD. Je sais pas trop quoi en penser et je pense que vraiment mon frère me l'a pris en pensant que ça allait être un truc un peu voilà féministe et tout. Ça l'est pas nécessairement, mais c'est pas non plus atroce quoi. Mais vraiment, je suis très perplexe face à cette BD. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez une opinion là-dessus, parce que je vous avoue, je suis un peu perdue. Mais passons à une BD que j'ai un peu plus appréciée, qui est Paloma au pluriel d'Hugo Bardin et Hugo Michalet. Donc, Hugo Bardin, aussi connu sous le nom de Paloma, qui est la gagnante de Drag Race saison 1, que peut-être vous connaissez, je l'espère en tout cas. Et en fait, elle a fait un spectacle qui s'appelle Paloma au pluriel, et en parallèle de ça est sortie une BD tirée du spectacle où Hugo joue plusieurs personnages féminins qui sont un peu caricaturaux, par exemple la femme bourgeoise, la directrice de casting, la bimbo, enfin voilà, des personnages un peu stéréotypés. Et le style de la BD d'Hugo Michalet, de l'autre Hugo du coup cette fois, est très caricatural, etc. Donc ça joue très très bien. Enfin, du coup, c'est un style qui convient parfaitement au sujet et on va avoir un enchaînement de personnages. Il n'y a pas de fil... Alors, attendez, parce qu'il y a des planches que je vais peut-être éviter de montrer. C'est un personnage aussi égale un style. Là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la page d'avant. C'est des personnages, si vous avez regardé la saison 1 de Drag Race, il y en a certains que vous connaissez, donc là vous allez les retrouver. Moi forcément j'ai eu une petite préférence sur la guide touristique, si ce n'est que
attention, je vais faire l'historienne de l'art un peu chiante. La plupart des tableaux qui sont analysés dans ces pages-là ne sont pas du tout au Louvre. Tout est localisé au Louvre, mais la plupart, voire quasiment la totalité, ne sont pas au Louvre. Et il y a juste une petite faute sur Vigée-Lebrun, parce qu'à un moment on parle du portrait à la rose de Marie-Antoinette d'Élisabeth Vigée-Lebrun, et il n'y a pas marqué Vigée, il y a marqué Vigie et au début je me suis dit, est-ce que genre c'est une rêve que j'ai pas, c'est un humour que j'ai pas, et genre le nom a été changé pour faire une blague ou quoi. Sauf qu'en fait, les autres noms des autres artistes sont bien orthographiés, etc. Du coup, j'ai l'impression que c'est peut-être une faute de frappe. Mais voilà, c'est juste pour être un peu la chieuse. Mais il fallait quand même que je le mentionne. Voilà, mais forcément... Ouais, voilà, des pages comme ça, moi, ça me fait plaisir, des trucs comme ça. Donc voilà, donc c'est un enchaînement, le rythme peut paraître un petit peu étrange, parce que du coup, c'est vraiment un enchaînement de personnages qui ont pas forcément de points communs, qui sont pas reliés les uns aux autres, mais qui vont être une caricature de personnages qu'on peut rencontrer en vrai dans la vie, et qui, même dans leur, on va dire, côté négatif, restent touchants, parce que même si c'est dit avec humour, etc., il y a quand même une profondeur à ces personnages. C'est pas juste... je prends la personnage de bourgeoise parce que c'est la plus parlante. C'est pas juste une bourgeoise coincée qui a peu d'empathie pour autrui et qui méprise les pauvres. Voilà, il y a un peu plus de profondeur, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Surtout que dans son spectacle, Hugo ne joue que des femmes. Donc voilà, j'ai apprécié qu'on y apporte de la profondeur, même si les personnages sont grotesques à première vue. À première vue. Je ne sais même plus parler français, c'est catastrophique. Mais bon, voilà. En tout cas, je sais pas si ça peut plaire à quelqu'un qui connaît pas forcément le travail de Paloma, ou... Je sais pas. Après, je vous avoue, moi, j'ai pas vu le spectacle, je savais à peu près de quoi ça parlait, mais ça m'a pas dérangé pendant la lecture de la BD, mais c'est vrai que je sais pas... Si pour quelqu'un qui connaît pas du tout Paloma et son univers... Je sais pas si ça peut vous intéresser et ça peut vous plaire, mais en tout cas j'ai passé un agréable moment en lisant cette BD, et surtout très contente aussi de soutenir financièrement. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va continuer avec la suite. Je l'ai pas lu, là c'est vraiment un update biblio entré dans la bibliothèque. En gros, pendant le Secret Santa du taf de mon copain, il a reçu cette BD, qui est une excellente idée, qui est du coup la jeunesse d'Arsène Lupin d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, qui est du coup le papa d'Arsène Lupin. Et du coup, en fait, je savais pas du tout qu'ils avaient fait les Arsène Lupin en BD, et je trouve ça trop fun et trop bien pour un public plus jeune et qui connaît pas forcément Lupin, d'avoir ce genre de format-là. Moi par exemple je connais Arsène Lupin, de toute façon avec ma passion Normandie, voilà, c'est un peu obligé. Donc Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, qui à l'époque était notre Sherlock Holmes français, et qui était à cette même époque en fait le concurrent de Sherlock Holmes d'un point de vue sortie littéraire, bref. Et du coup on est plus dans une vibe enquête policière, etc. Donc moi c'est des trucs que j'aime bien, et même si je connais Arsène Lupin, je n'ai jamais lu Arsène Lupin, j'avoue. Même si je connais tout son histoire, mais jamais lu. Pourtant, je suis sûre que ça pourrait me plaire. Mais du coup, voilà, le fait que ce soit en BD, ça va être simple et rapide à lire. Et ça va être fun de découvrir. Là, il va être sur la piste d'un secret datant du Moyen-Âge qui mêle ésotérisme, astronomie et connaissances géographiques du patrimoine religieux de la Normandie. Voilà, pour trouver un trésor. Un peu Indiana Jones aussi, là, dans celui-là. Mais du coup, hâte de le lire. Là, j'ai pas encore eu le temps, mais peut-être que là, ce week-end, je vais me poser et je vais enfin le bouquiner. Mais sinon, on va pouvoir passer à la suite. Avant de passer à tout ce qui est roman que je regarde juste là, j'ai une dernière BD roman graphique à vous débriefer. Le seul truc, c'est que, en fait... Je l'ai eu à Noël chez mes parents.
dans le sud-ouest de la France. J'étais en train, je ne l'ai pas ramené avec un autre livre qui est énorme, je vous en parle juste après. Donc je l'ai laissé chez mes parents, donc je n'ai lu que 2 ou 3 histoires sur 3 ou 4. Voilà, je sais qu'il me manque le chapitre sur Louis XIV et son hygiène assez exécrable. Cette BD s'appelle Histories et je ne sais plus le sous-titre, mais en gros on va revenir sur en fait des petites histoires ou des fun facts, ce genre de choses de l'histoire. Notamment, moi, celle qui m'intéressait le plus, c'était le masque de la femme morte dans la Seine. C'est pas du tout ça le titre, mais je ne l'ai plus. Mais en tout cas, de ce que je me souviens avoir lu pour les différentes histoires, c'est que j'ai beaucoup aimé la patte graphique et les histoires sont racontées de façon très ludique et très simple, et c'est une belle découverte. Et vraiment la patte graphique, moi là on est très compatibles, j'ai beaucoup aimé, et c'est très sympa pour découvrir l'histoire autrement aussi, donc ça je vous le conseille. Alors là en ce moment je sais pas ce qui se passe, je reviens dans le monde art graphique, BD, roman graphique, manga, etc. Donc voilà. Mais celle-là, forcément, comme c'était lié à l'histoire, tout ça, ça m'intéressait pas mal. Et franchement, elle était très sympa. Et j'ai hâte de lire la suite quand je retournerai chez mes parents. Voilà. Mais en attendant, va falloir patienter. Et l'autre bouquin, pareil, qu'il faudra que je feuillette, que je lise plus en profondeur, et pour l'instant je l'ai juste feuilleté, c'est le livre des ombres d'Alix Paré. Ma cam, mais tellement ma cam, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus quand, je ne sais plus dans quelle vidéo, sûrement le vlog concours. Plus j'avance dans mes recherches, plus je me dis ah ouais, tout ce qui est macabre, romantisme noir, etc., c'est vraiment ma cam. Et forcément à Noël j'avais demandé ce livre, et mais mon vœu a été exaucé, parce qu'il a quand même un coût. Il est très très beau, il est énorme, on dirait vraiment un gros grimoire, mais il coûte quasiment 60 € je crois, donc cher, mais il y a beaucoup d'images aussi en très bonne qualité. Et après je m'y connais pas beaucoup en travail éditorial, mais du moins à ma petite échelle, je trouve que le travail éditorial est très stylé et très cool. Donc du coup ce bouquin va revenir sur la représentation de l'imaginaire et du fantastique dans l'histoire de l'art. Je crois qu'il y a une borne chronologique, ou du moins une borne d'artiste qui donne un peu une idée chrono, mais vraiment ça m'intéresse trop ces sujets. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en bibliothèque ou quoi, n'hésitez pas. Et surtout si vous travaillez sur ce genre de sujet, je pense que là on a un bon recueil d'œuvres, et je pense qu'on a une bonne compilation d'œuvres sur le sujet. Donc voilà, je vous conseille, parce que y en a sûrement là qui sont intéressés par ces sujets au vu de vos lectures que vous avez pu me partager en commentaire. Donc vraiment là, je vous le recommande fortement. Et encore une fois, il faut que je le lise un peu plus en profondeur quand je retournerai chez mes parents. Mais voilà, donc on va pouvoir passer au bouquin. J'ai du coup bien acheté, parce que dans le dernier update biblio, je vous parlais du fait que je voulais absolument acheter un thé avant la tempête, parce que dans ce bouquin il y a des vampires, et en fait dès qu'il y a un bouquin avec des vampires, moi je suis un gros pigeon, et c'est parti. Ça va avec la passion du macabre et de l'imaginaire que j'ai en ce moment, mais spécialement le vampire, c'est un personnage que j'aime trop. By the way, j'y pense là, mais si vous vous intéressez à la figure du vampire, il y a un excellent catalogue d'expos de la Cinémathèque, où il y a eu une expo justement sur le vampire, et même si forcément comme c'est la Cinémathèque, c'était surtout le vampire au cinéma, mais ça revient vraiment sur la figure du vampire et son histoire, et dans mes souvenirs c'était un catalogue d'expo très très bien que j'aimerais me procurer, soit dit en passant. Et je l'avais aussi beaucoup utilisé
quand j'avais fait la vidéo sur les œuvres d'art dans Dracula de Coppola. Donc voilà, ça c'était la petite recommandation biblio. Mais sinon, Un thé avant la tempête, j'ai commencé à le lire, j'en suis à la moitié, et en fait j'ai commencé à le lire en automne et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas continué, enfin ça c'est comme d'habitude. Mais en gros on va suivre Artie qui a un salon de thé à Londres. On est vraiment dans le Londres que j'aime bien dans les bouquins, le Londres crasseux, le Londres 19e, le Londres victorien un peu cracra quoi. Le Londres de Jacques Léventreur en fait, hein, tout simplement, voilà. Donc le jour, Artie, elle a son petit salon de thé, etc. Mais la nuit, ça se transforme littéralement en banque de sang pour vampires. Et du coup, cette banque de sang est illégale, bien évidemment. Et voilà, par un concours de circonstances, elle va devoir se retrouver à potentiellement faire le casse du siècle chez les hauts dignitaires vampires, on va dire ça comme ça, dans la haute société des vampires, pour y récupérer un document très très important, mais je vous en dirai pas plus. Je vous avoue que franchement ce livre avait... Après je l'ai pas fini, donc à voir en continuant si... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans, alors qu'il y a vraiment tous les éléments pour me plaire, et j'ai trop du mal, je sais pas pourquoi. J'étais pas à fond, et je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai mis en pause, mais il faudrait vraiment que je le continue pour me faire vraiment un avis un peu plus constructif. Mais j'arrive pas encore à déterminer le pourquoi du comment, j'arrive pas à rentrer à fond dans ce bouquin. Et sinon, je vais vous parler de 3 autres bouquins qui sont arrivés dans la bibliothèque. Et juste avant, en fait, en ce moment, là, j'essaye de me débarrasser de tous les livres que je n'ai pas lus pour arrêter d'avoir une pile à rallonge et de jamais lire certains bouquins, quoi. Enfin, voilà, c'est le concept de la pile à lire. Enfin, non, en fait, au bout d'un moment, là, j'aimerais atteindre un stade où j'ai lu tous mes bouquins. Et quand j'ai envie de lire un nouveau livre, je l'achète, mais j'en ai qu'un seul à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on va pas s'en sortir. Du coup, quelle est la meilleure idée que j'ai eue? C'est de m'abonner à des box de bouquins. En fait, pour la box Fairyloot, qui est une box spécialisée fantastique, qui est anglaise, donc livre anglais. Qui a une liste d'attente à rallonge pour enfin pouvoir être abonné à leur box. J'ai reçu un mail qui me disait que vous pouvez vous inscrire pour la box Young Adult avec goodies, et voilà, je me suis inscrite, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai déjà reçu 2 livres de chez eux. Je crois que du coup, c'était la box de décembre et janvier, je crois, et celle de février arrive, ou alors c'est en décalé. Ou alors c'est déjà le bouquin de février, j'ai celui de mars qui arrive. Voilà, mais bon, ça vous vous en fichez, vous voulez voir les titres. Donc le premier c'est A Language of Dragons, avec un accent anglais bien dégueu, qui a une traduction française qui sort au printemps, je crois. Alors, on est en 1923 à Londres toujours. De toute façon, c'est une ville que j'aime beaucoup, donc forcément, quand les bouquins se passent là-bas, je suis très contente. Et on va suivre Vivienne qui rêve de devenir traductrice en langue draconique. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver à travailler pour le gouvernement, où elle va devoir traduire un code draconique un peu mystérieux. Et si elle ne fait pas ça, elle ne pourra pas protéger sa famille. En gros, si elle échoue, sa famille meurt. Donc, elle a pas trop le choix, quoi, d'obéir et de réussir. Mais peut-être qu'évidemment, elle va découvrir des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus lourdes sur ce qui se passe dans cet univers. Voilà pour le pitch. Je ne l'ai toujours pas lu, évidemment. Surtout que comme j'ai repris le travail, voilà. Et puis, c'est pas le genre de bouquin que je transporte dans les transports, en fait. Donc, évidemment, ça va mettre un petit peu de temps. Et le deuxième que j'ai reçu de chez eux, c'est Cruel is the Light. Donc ça, Cruel est la lumière, qui raconte l'histoire de 2 jeunes gens
Alors la madame, attendez, parce que j'ai pris des notes pour pas oublier les noms comme d'habitude. Donc voilà, on a Célène qui est une exorciste formée au Vatican et Jules qui lui est un soldat, un milicien quoi. Et ils sont dans un monde où ça fait des siècles et des siècles qu'il y a une guerre entre humains et démons, mais les deux vont découvrir un secret au sein du Vatican qui va un peu remettre en question tous leurs renseignements, qui ils sont, pourquoi se battent-ils, etc. etc. Il me semble pour celui-là que c'est une romantaisie. Pour celui d'avant, je ne sais pas si c'est une romantaisie ou non. Mais ma foi, ça avait l'air très sympa. Et puis, ils sont magnifiques, quoi, ces bouquins. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai pris Young Adult parce que je me remets doucement à la lecture en anglais. Et que j'ai absolument plus l'habitude de lire des textes anglais type littérature. J'ai beaucoup plus l'habitude de lire des articles de recherche et c'est pas la même façon de parler. Du coup, vraiment, là, j'ai essayé de commencer un petit peu à lire, etc. Je lis comme une mamie. Je suis là en mode, oui, ok, c'est bon. Je comprends, d'accord. Alors que regarder une série avec des sous-titres anglais, il n'y a aucun problème, etc. Mais là, littérature en anglais, j'avoue qu'il y a des formulations de phrases, etc. Faut que mon cerveau il s'y remette parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de roman en anglais. Donc là, j'ai juste l'impression d'être un peu une mamie. Mais en tout cas, pour le moment, là, les box Fairy Loot, j'ai été très très contente. Ça a quand même un coût parce que forcément, comme ils sont sortis de l'Union européenne, les frais de port sont quand même chers, ce qui fait pas mal monter le prix de la box. Ça, je préfère vous prévenir. Après, pour les collectionneurs, ça peut peut-être vous intéresser, mais après, je pense que vous connaissez déjà Fairy Loot et etc. Pour les collectionneurs. Il y a une signature de la main de l'auteur-autrice. Donc ça c'est cool parce que je me suis abonnée à une autre box. Là j'avais envie de soutenir une initiative française. Là c'est pas un livre par mois mais c'est un livre par trimestre, ce qui me convenait parfaitement étant donné que je ne lis pas hyper vite. Qui a un peu ce même principe d'avoir une édition particulière, un relié joliment fait avec un beau jaspage, une belle jaquette, de beaux plats, etc. Enfin bon bref. Celle-ci n'a pas de goodies, c'est vraiment uniquement le livre. Et là pour l'instant j'en ai reçu un. Et le prochain arrivera, je ne sais plus quand, au printemps, très sûrement. Et pour l'instant, je sais pas trop où me placer. Donc c'est la box s'appelle Bibliocoffre et le livre qu'ils ont sorti là, c'est Les dragons, marchent sur les nuages. C'est des exclusivités. C'est-à-dire que ce livre-là ne sortira que... Je crois qu'il sort au printemps. Mais nous on l'a reçu du coup janvier ou février, je sais plus, enfin on l'a reçu cet hiver. Voilà pour le jaspage, tout ça. Dessous il est... Attendez, je vais vous retirer les jaquettes. Dessous c'est très mignon, avec un... C'est même pas des vrais symboles, j'ai l'impression que c'est juste... ça m'a l'air inventé plutôt. Je vais vous raconter l'histoire et après je vous ferai un comparatif visuel. Donc on va suivre Bolong qui est le fils adoptif d'une famille très réputée de nécromanciens et on va arriver à une étape dans sa vie où il va enfin pouvoir apprendre la nécromancie et on va le suivre dans son parcours d'apprentissage mais aussi dans le fait qu'il va rencontrer différentes personnes tout au long de ce parcours et ça a l'air d'être un peu initiatique quoi. On va le voir grandir, on va le voir évoluer, être confronté à différentes personnes qui lui veulent plus ou moins du bien et c'est à peu près tout le résumé qu'on a. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Déjà la nécromancie, je suis en mode stylé. Le seul truc moi qui me fait peur, c'est que quand c'est une personne dans ce cas-là française / occidentale, européenne qui écrit sur un pays d'Asie parce que là on va être dans un univers d'inspiration chinoise, j'avoue moi ça me fait toujours peur parce que parfois il y a toujours une idéalisation un peu comme le japonisme quoi au 19e, c'est la vision qu'avaient les occidentaux du 19e sur le Japon par exemple et puis d'ailleurs à l'époque
il différenciait pas forcément la Chine du Japon, d'autres pays asiatiques. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, j'avoue que quand c'est pas des auteurs dont c'est leur culture, ça me fait toujours très peur. Ça, j'avoue, j'ai des petites réticences là-dessus, mais à voir, hein, parce que de ce que j'ai vu, elle est passionnée par la Chine, donc peut-être qu'elle a très bien fait ses recherches, etc. Pas de souci. Mais pour parler un peu plus de l'édition, donc ça c'est le livre Bibliocoffre, et je vais vous remontrer les bouquins Fairyloot. Le deuxième bouquin Fairyloot, voilà, avec des signatures à la main à chaque fois des auteurs. Le Bibliocoffre, sachant que cette image-là, j'ai vraiment l'impression que c'est... Alors, tu tapes tigre blanc sur Google Images, j'ai l'impression que c'est vraiment la première image qui sort ou la première photo qui sort, c'est un tigre blanc comme ça. Ce côté-là, par contre, je l'aime un peu plus, mais attendez de voir la dédicace. Alors, effectivement, la dédicace est faite à la main, mais en fait, ça a été fait à la main sur un post-it qui a été pris en photo, puis imprimé sur un autocollant qui est collé au bouquin. Et déjà, je trouve que visuellement, c'est pas forcément très joli. Et de yeux, je me dis, pour un collectionneur, je suis pas sûre qu'il soit archi content, parce que ça se voit, quoi, que c'est imprimé et que c'est pas écrit à la main sur le livre, quoi. Donc voilà, pour l'instant je suis un peu sceptique. Franchement, c'est le premier que je reçois d'eux. Et puis, enfin, même l'épaisseur, attendez, je regarde juste la police. L'épaisseur du bouquin est quand même très fine, et je crois que si on ne compte pas les frais de port de la Fairyloot, etc., je crois que ça revient quand même assez cher, ce bouquin-là, par rapport à une Fairyloot où je trouve personnellement qu'il y a un travail éditorial qui me parle plus, que je trouve plus beau, en fait, aussi simplement esthétiquement. Donc pour l'instant je suis un peu sceptique, mais à voir déjà si le bouquin me plaît, parce que c'est quand même le principal. Et puis je pense que je vais voir au prochain trimestre si la prochaine sortie me plaît ou non, et à l'issue de ça je verrai si je me désabonne ou pas. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite déception quand même en regardant un peu plus attentivement cette édition, mais voilà. Au moins comme ça, je vous parle un petit peu aussi de box livresque si vous hésitiez à prendre je ne sais quoi. Et j'oubliais, mais les jaquettes chez Fairyloot sont réversibles, ce qui est stylé. Moi, j'aime bien les trucs d'origine. Je ne sais plus parler. Les jaquettes d'origine, je les aime bien, mais en tout cas, elles sont toutes les deux réversibles. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, non, je voulais quand même vous parler de bouquins que j'ai abandonnés et revendus sur mon Vinted, soit dit en passant. Parce que du coup, vous les verrez pas en bilan culturel, je pense, parce que j'en parle... Enfin, dans les bilans culturels, généralement, je parle des choses que je finis. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs DNF. Il y a eu le Donatart pur, et comment il s'appelle ? Et je vous en avais déjà parlé dans un update biblio en vous disant que j'avais du mal avec le personnage principal, etc. Et le fait que ils parlent un peu latin et grec entre eux, donc moi ça m'avait totalement perdu. Du coup ça m'a totalement perdu, j'ai pas continué, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce bouquin. Peut-être que un autre jour je donnerai sa chance, mais là vraiment je l'ai abandonné et j'ai pas envie d'y retourner. L'autre bouquin que j'ai abandonné, c'est La fille de la déesse de la lune.
Tout simplement parce que je crois que c'était un peu trop young adulte pour moi. Il y a des young adultes que j'aime bien et il y a des young adultes qui font vraiment trop ado pour moi et je crois que c'était le cas pour ce bouquin-là et notamment le personnage principal rencontre ce que je suppose être le prota masculin et vraiment ça fait peut-être 2 secondes qu'ils se connaissent et elle lui lâche tous ses traumas qu'elle a vécu quelques jours auparavant, bref, et je trouvais que c'était pas très réaliste et ça m'a un peu brusquée. J'étais en mode waouh, mais moi il y a un inconnu qui me raconte tout ça, moi je me dis mais qui est cette personne? Genre, faut se calmer, on se connaît depuis 2 secondes. Je ne suis pas prête à accueillir tes traumas et aller être là pour te conseiller ou quoi. Enfin, on ne se connaît pas, en fait. Donc, ça, j'ai pas trop aimé. Et le dernier livre que j'ai abandonné, c'est La chasseuse et l'alchimiste. Où, en fait, pendant tout le bouquin, on nous parle d'une chasse d'une créature fantastique. Là ça fait longtemps que je l'ai abandonné donc j'ai un peu oublié le truc et en fait je trouve que le rythme est lent quoi. La chasse elle met 50 ans à arriver et en plus de ça je me suis fait spoiler où j'ai appris que l'épisode de la chasse durait vraiment pas longtemps et du coup toute cette attente pour cette fameuse chasse qui est vraiment le cœur de l'intrigue quoi, le cœur du truc, on attend que ça et voilà, j'ai eu des retours comme quoi c'était déjà très court, décevant et en fait ça m'a pas donné envie de continuer parce que je me suis pas attachée au personnage, la prota me saoule. Vraiment, je suis désolée, hein. Je comprends pourquoi elle a un caractère comme ça et tout, mais elle me saoule, j'ai pas accroché avec elle, et le prota masculin me saoule aussi. Donc, forcément, on n'allait pas aller loin avec ça. Je pense pas que c'était trop ado pour moi, franchement... ça aurait pu l'être, mais en vrai ça allait. Mais c'était juste vraiment, les 2 personnages j'ai pas accroché. Et en plus l'événement principal du bouquin, mais 50 ans à venir. Et en plus c'est ridiculement court, alors que il devrait avoir peut-être une place un peu plus importante dédiée à cet événement. Bref. Donc je crois que c'est tout. Ça va, j'en ai pas abandonné tant que ça va. Donc il me semble que c'est tout. J'espère pouvoir vous retrouver dimanche prochain si j'arrive à sortir une vidéo, à la monter, etc. Donc à la semaine prochaine. Salut!